L'empalement, la verticalité du pouvoir. L'empalement était l'un des châtiments les plus terrifiants de l'histoire. De l'Europe médiévale jusqu'à l'Empire ottoman, il servait d'exemple, de leçon et aussi de spectacle. Les rois et les sultans l'utilisaient pour rappeler qu'on ne défiait pas leur autorité. Le principe était simple, mais d'une cruauté méthodique. Un long pieu de bois était utilisé pour transpercer le condamné, un châtiment conçu pour durer. Le corps était ensuite dressé à la verticale, planté dans le sol. Sous le poids du temps et de la gravité, le condamné s'enfonçait peu à peu dans le châtiment, lentement, inexorablement, dans une lente dérive vers la fin. On choisissait des lieux visibles, une porte de ville, une colline, un champ de bataille. Il fallait voir pour comprendre, comprendre pour craindre. Le condamné devenait un signal, un avertissement vivant. La verticalité du pieu imitait celle du pouvoir, droite, rigide, inébranlable. Le condamné devenait le symbole d'une rébellion écrasée. Un rappel permanent, le pouvoir ne se conteste pas. Et lorsque le silence revenait, il ne restait plus qu'une marque dans le sol, la trace invisible d'une loi gravée dans la peur. Poena culei, la mère avale le coupable. Tuer son propre parent, le parricide, était pour les Romains le crime absolu. Dans une société où la famille était sacrée, ce geste détruisait l'équilibre même de l'Empire. Pour un tel acte, Rome avait inventé une punition à la hauteur de son horreur, la poena culei, littéralement la peine du sac. Le condamné n'était pas simplement exécuté, il devait disparaître. Il était enfermé dans un grand sac en cuir, aux côtés de plusieurs animaux symboliques. Un chien, un coq, un singe et un serpent. Chaque bête symbolisait un désordre moral, la colère, la tromperie, la folie et le poison. Dans ce sac, devenu un monde de chaos, le condamné affrontait son jugement, entouré des symboles de son crime. Une fois cousu, le sac était transporté hors de la cité. Aucun témoin, aucune cérémonie. Le sac était confié au flot, remis au jugement des dieux et de la mer. Elle effaçait jusqu'au souvenir de son nom, car pour Rome, un parricide ne méritait ni tombe, ni souvenir, seulement l'oubli. Le sac devenait cercueil, prison et jugement. Scaphisme, le miel et la décomposition. Dans l'empire perse du IVe siècle avant notre ère, il existait une méthode d'exécution si étrange qu'elle semblait tenir du cauchemar. Le scaphisme, une punition lente, douce en apparence, mais inventée pour livrer l'homme à la nature. 2 petites embarcations, un peu de lait, beaucoup de miel et un soleil assez patient pour transformer un corps en ruche vivante. Le condamné, accusé de crimes comme le meurtre, la trahison ou le sacrilège, était attaché entre 2 demi-coques de bois, l'une en dessous, l'autre posée sur lui. Enfermé entre 2 coques de bois, il était offert au soleil et au silence, incapable du moindre mouvement. L'ensemble était laissé immobile sur un marais ou un étang calme, là où la chaleur, l'humidité et les insectes faisaient le reste. On lui faisait avaler un mélange de lait et de miel comme le voulait le rituel, avant d'enduire son corps de cette même substance. Sous la chaleur du soleil, cette couche sucrée attirait une nuée d'insectes, mouches, guêpes, fourmis, abeilles. Peu à peu, les bêtes le recouvraient, faisant simplement ce qu'elles font. Les heures devenaient des jours, les insectes se multipliaient et l'air lui-même se changeait en châtiment. Pas de mur, pas de bourreau, la nature elle-même rendait son verdict. Le scaphisme fascinait parce qu'il brouillait les frontières entre justice et biologie. Ce n'était plus le roi qui tuait, mais le monde autour de la victime. Le pouvoir utilisait la vie, les insectes, la chaleur, le temps, pour fabriquer la mort. L'ébullition vivante, la justice en vapeur. On dit qu'il faut garder la tête froide, même quand la justice monte en température. Dans l'Europe médiévale, surtout en Angleterre entre le XIVe et le XVIe siècle, certaines autorités ont pris cette idée au pied de la lettre. L'ébullition humaine n'était pas qu'une rumeur, mais une méthode d'exécution officielle réservée aux crimes jugés impurs, l'empoisonnement, la trahison ou le meurtre par tromperie. La scène se déroulait souvent en public, sur la place d'une ville, un grand chaudron d'eau, d'huile ou de goudron était installé au-dessus d'un feu rugissant. Le condamné était conduit jusqu'au grand chaudron où la chaleur du liquide montait lentement, symbole d'une justice implacable. Le métal grondait, la vapeur montait et la foule retenait son souffle. Tout cela faisait partie du rituel. La justice devenait un spectacle sacré, une cérémonie de purification. Le feu représentait la vérité divine, le métal la transformation de l'âme. Dans cette eau bouillante, on prétendait purifier la faute, jusqu'à ce que la vapeur emporte l'homme et son crime dans un même souffle. Certains priaient, d'autres riaient nerveusement. Quand la chaleur s'apaisa, tout redevint calme. Sous le pied de l'éléphant, la royauté animale. Quand le pouvoir ne se montre pas humain, il prend la forme d'un pachyderme. Dans plusieurs royaumes d'Asie du Sud, l'éléphant n'était pas seulement un animal sacré ou un symbole de majesté, il était aussi un instrument de justice.
En Inde, au Sri Lanka et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, cette méthode d'exécution était utilisée aussi bien par des souverains hindous que musulmans. Elle visait les criminels d'État, les soldats déserteurs ou les rebelles. Ce n'était pas seulement une punition, mais une démonstration. Tout devait obéir au roi. Dans les anciens textes de loi indiens, comme le Manu Smriti, un recueil qui fixait les règles morales et sociales, cette peine est mentionnée pour certains délits, preuve qu'elle appartenait à une vision du monde où la justice humaine imitait celle des dieux. Les éléphants utilisés pour ces exécutions étaient dressés avec soin. On leur apprenait à obéir avec lenteur, à doser leur force avec une précision troublante ou au contraire à interrompre tout mouvement sur un simple ordre. Leur obéissance rendait la scène encore plus terrifiante. La force brute agissait avec une précision humaine. Parfois, le souverain ordonnait de prolonger la mise en scène. Le pied se levait, se suspendait, puis retombait lentement, comme pour rappeler à tous la fragilité de l'homme face au pouvoir. C'était un événement public, accompagné de musique, de prières, parfois même de bénédictions. Le peuple assistait, muet, à un verdict vivant, celui du roi, rendu par la nature elle-même. Le donjon des rats. Au bord de la Tamise, la tour de Londres est devenue, au fil des siècles, un symbole de peur. Au XVIe siècle, à une époque où critiquer le roi d'Angleterre pouvait suffire à vous condamner, on y enfermait les espions, les traîtres et les opposants politiques. Et parmi toutes les cellules, une légende hante encore les murs, celle du donjon des rats. Un cachot minuscule, creusé sous le niveau du fleuve. À chaque marée, l'eau s'infiltrait, glaciale, ramenant avec elle des dizaines de rats. Le prisonnier, enchaîné dans le noir, sentait l'eau monter et les griffes s'approcher. Il ne voyait rien, mais il entendait. Des couinements, des pas minuscules sur la pierre, des éclaboussures, puis la morsure. Les rats grimpaient sur lui, attirés par la chaleur humaine. Il tentait de se débattre, mais les chaînes l'en empêchaient. L'eau montait, les bêtes devenaient plus nombreuses, plus audacieuses aussi. Et quand la marée redescendait, elle restait, tapie dans l'ombre, prête à recommencer. Pas besoin de bourreau dans l'obscurité. L'humidité, l'obscurité et les rats faisaient le travail. Dans l'Angleterre de la Renaissance, ce genre de châtiment servait d'avertissement. On ne défiait pas impunément la couronne. La tour n'était pas seulement une prison, mais une arme politique. Le sillage coupait la rébellion en deux. Certains régimes voulaient s'assurer que les rebelles ne se relèveraient jamais, littéralement. Le sillage, ou châtiment par la scie, symbolisait cette volonté de couper non seulement un individu, mais tout ce qu'il représentait. Mentionné dans plusieurs chroniques persanes et indiennes du Moyen-Âge, ce supplice tenait autant du rituel religieux que de la démonstration politique. On raconte qu'il fut employé aussi bien contre des apostats que contre des ennemis du pouvoir impérial. Dans ces sociétés où le pouvoir se disait divin, la scie devenait un instrument sacré, censé purifier la société de son désordre. Le condamné, renversé et maintenu entre deux planches, attendait le verdict dans un silence suspendu. Puis la scie entrait en scène, glissant lentement entre les planches. Mais ce n'était pas qu'une exécution. C'était un message gravé dans la mémoire collective. Dans l'esprit des bourreaux, diviser le corps revenait à séparer le bien du mal, la foi de la trahison. Contrairement à d'autres peines, le sillage n'avait pas besoin d'artifice. Il suffisait de la gravité, du temps et du regard de la foule. La scène se déroulait en public, presque comme un rituel religieux inversé. Chaque geste du bourreau marquait le triomphe d'un dogme sur la rébellion. Les religieux invoquaient la pureté, les souverains voyaient la peur se propager plus vite qu'une armée entière. Le but n'était pas seulement de punir, mais de montrer que l'ordre pouvait trancher jusqu'à l'essence même de la personne. Le taureau d'airain, la musique du feu. La légende grecque voulait que les cris se transforment en mugissements. Art ou horreur? Dans la cité d'Agrigante, en Sicile, sous le règne du tyran grec Phalaris, un artisan nommé Périlos aurait présenté un dispositif d'exécution si ingénieux qu'il en devint presque une œuvre d'art. Le taureau d'airain, entièrement façonné en bronze, avait la taille d'un vrai animal, creux à l'intérieur et doté d'une petite porte latérale. Phalaris, séduit par le concept, le fit ériger comme un symbole de puissance et d'inventivité. Le mécanisme était d'une simplicité cruelle. On plaçait le condamné à l'intérieur, tandis qu'un feu était allumé sous le ventre métallique, donnant vie à la machine. La chaleur montait, le métal se teintait de rouge, et la machine exaltait un son de plus en plus profond. Des tuyaux dissimulés dans la gueule du taureau modifiaient les sons, les transformant en mugissements graves. L'exécution devenait une performance sonore, la détresse, un spectacle de puissance. Phalaris aurait voulu que cette mise en scène ressemble à une offrande, que le feu devienne un instrument de purification. Ici, le feu faisait office de compositeur, et la machine devenait la première chaîne-fille de la tyrannie. Le métal vibrait, le son changeait, et la frontière entre cris humains et mugissements se dissolvait, ne faisait plus qu'un. Selon vous, la torture appartient-elle vraiment au passé, ou est-elle simplement devenue plus moderne ?